Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. « 2020-2022, mer Méditerranée. Les protagonistes de ces aventures, Alexis Rosenfeld, photographe explorateur et porteur du projet One Ocean, Nidal, élève de première au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Alexis part explorer les profondeurs de la mer Méditerranée afin de rendre visible l'invisible. Nous revivons, à travers son récit, ses plongées à couper le souffle. Plongeons dans la photographie sous-marine. Août 2022, l'été est chaud, tellement chaud que plusieurs plongeurs amateurs ont observé des gorgones rouges devenues jaunes ou blanchâtres, en d'autres termes des gorgones mortes. Par endroits, les populations sont complètement décimées. Face à ce phénomène, la Fondation One Ocean et l'UNESCO décident de lancer un grand programme d'exploration scientifique pour comprendre comment, dans les profondeurs, les gorgones et leur écosystème pourraient survivre. Nous sommes donc sur un petit bateau au large de l'île de Porquerolles, prêt à sauter à l'eau. Avant de plonger, juste un truc. C'est quoi une gorgone ? Une gorgone, c'est un animal, ça crée des grandes forêts sous-marines. Alors on dirait une plante, mais c'est pas du tout une plante, c'est quelque chose de très coloré. Il y a plusieurs espèces, il y en a dans beaucoup de mers, beaucoup d'océans. Et ça fait des arbres, c'est arborescent. C'est des choses qui sont toutes petites des fois et de plusieurs mètres d'autres fois. C'est complètement différent d'un endroit à l'autre. Mais surtout, ça vit dans le courant parce que ça vient capturer des petites proies, des micro-proies qui se laissent porter dans l'océan ou dans la mer. C'est un peu le cousin ou la cousine du corail, non ? Voilà, c'est un cousin du corail, exactement. Bon, moi j'ai chaud là dans ma combi. On a quoi d'autre ? On a des équipements à prendre, Alexis, ou pas ? Mais on a plein d'équipements. On va prendre un recycleur, on va prendre de la lumière, on va prendre des blocs secours au cas où, parce qu'on va aller assez profond. Alors attends, il y a beaucoup de mots là. Recycleur, bloc secours, brief-nous parce qu'on sait pas. Ah bah oui. Oui, le recycleur, c'est un appareil qu'on met sur le dos, qui est notre petite usine, qui remplace les bouteilles de plongée. Et c'est une machine qui nettoie le gaz et qui nous permet de rester plus longtemps avec plus de sécurité. Et en plus, ça fait pas de bulle, je crois. Et ça fait pas de bulle. Et ce recycleur, il est piloté avec un ordinateur qui nous dit le gaz qui nous reste, la consommation de gaz, le pourcentage de gaz, le choix du gaz, et qui nous permet de gérer complètement cette plongée sous-marine. T'as déjà plongé, toi, en bouteille, Nidal, ou pas ? Non, jamais. Donc en recycleur encore moins. Bon, ça va être l'occasion d'essayer. Ouais, super. Les pipettes, juste, Alexis, c'est pour quoi faire, là ? Alors les pipettes, c'est pour Lorenzo et il va collecter des échantillons de gorgones et les mettre dans ces petits tubes à essai pour pouvoir ramener des échantillons, les conserver et pouvoir les étudier par la suite. Et oui, Lorenzo, c'est le scientifique donc, qui va plonger avec nous. Mais je peux savoir, c'est quoi ce truc ? Ah, ça c'est Lily. Lily, c'est un petit robot. Alors, c'est mignon. C'est nos yeux, en fait. C'est un robot espion. Et on envoie Lily tout seul. On l'envoie au fond. Elle est pilotée par Antoine. Il y a un petit câble, une fibre optique qui nous permet de récupérer l'image provenant du fond. Et ça nous permet de gagner beaucoup de temps, parfois sur des plongées, pour tout simplement observer, choisir les coins ou carrément faire de la veille et dire tiens, on va poser Lily en bas un petit moment et on va attendre qu'il se passe quelque chose avant de descendre. Ça veut dire qu'on la met à l'eau avant nous ? Elle va à l'eau avant nous. Allez, moi c'est parti. C'est un peu lourd ou pas ? Ça fait une 20aine de kilos. Bon, bah tu me donnes un coup de main, Nidal, s'il te plaît ? Pas de soucis. Allez, c'est parti. Ok, on est combien dans la palanquée ? La quoi ? Ah oui, briefing, palanquée. La palanquée, Nidal, c'est le groupe de plongeurs. C'est la palanquée. Ce coup-ci, on va être 3. Il va y avoir Roberto, Lorenzo et moi. Très bien. Et puis des fois, on est un peu plus.
puis après, quand on est un peu trop, il y a plusieurs palanquets. Comme ça, on gère la sécurité dans un petit groupe. C'est plus facile que dans un gros groupe. Ok. Et à combien de mètres on va plonger là? Là, on va descendre à peu près sur 80 mètres de profondeur. 80. Oui. Faut quel niveau ça pour plonger à 80 mètres? Alors nous, on est sur des niveaux professionnels, donc on a des classes 3. Ça nous permet de descendre avec nos récycleurs jusqu'à 100 mètres de profondeur. Waouh. Alexis, tu nous briefes un petit peu avant de sauter là, avant de sauter à l'eau. À quoi on doit faire attention? Comment ça se passe? Alors on fait un check complet avant de sauter à l'eau. On va vérifier que nos blocs secours, nos bail-out, c'est le nom qu'on leur donne, sont pleins de gaz, ont les bons gaz, que ces gaz sont bien enregistrés dans l'ordinateur, parce que si on doit les utiliser, on devra donner un ordre à l'ordinateur de changer pour passer sur le gaz du bail-out. On va vérifier la pression des 2 bouteilles qu'il y a dans notre dos, les toutes petites bouteilles qui sont reliées au recycleur. Allez, c'est parti. Je Et c'est regarde, parti. Pendant que tu Voilà. nous racontes, je regarde. Ensuite, on va faire nos checks oxygène, donc check étanchéité. Moi, ça a l'air bon de mon côté, je sais pas vous. Ouais. Ouais, ça m'a l'air correct. Ouais. Alexis, toi, c'est bon, t'es opérationnel? Parfait. Bon, bah, c'est parti. Allez. Alors là, ce qui se passe, c'est très simple. On se fait un petit stop à 3 mètres, on se fait un contre-check, c'est-à-dire qu'on va regarder les copains plongeurs qui sont avec nous, dans la palanquée, notre binôme, et vérifier s'il n'y a pas de bulle, s'il n'y a pas de fuite, si tout va bien. Donc c'est un petit stop de quelques secondes, et après on s'enfonce dans les profondeurs de la Méditerranée. On a nos scooters. Nos scooters, ça nous permet de ne pas trop nous fatiguer et puis surtout de compenser le courant. Donc c'est des torpilles avec une hélice. On a un bouton sous le pouce droit. Et ça nous emmène vers le fond. Alors, faut pas descendre trop vite non plus. Non? Ça va. Ah, c'est vrai, on peut y aller? Ouais, on peut y aller. Ah, c'est fun alors. Il n'y a pas des paliers, genre. Ah non, Sanidal, les paliers, c'est en remontant. Ah, ok. C'est quand le gaz est rentré dans le corps, quand il s'est dissous dans le corps. Ok. C'est quoi comme appareil photo que tu as? Mes appareils photo, c'est des appareils Sony, parce que je suis équipé par cette marque depuis longtemps, et je les mets dans des boîtiers étanches, des caissons, où toutes les commandes sont reportées sur l'extérieur, donc c'est des commandes mécaniques pour la plupart, et ça me permet d'avoir un contrôle complet de cet appareil photo par l'extérieur, et puis parce que sinon si je le mets dans l'eau comme ça, Ah oui. ça marche pas. mais comment tu vois le monde avec ça? Mais je le vois souvent à travers mon objectif, le monde. C'est mon monde. Et je le crée, ce monde, avec ma lumière. Un photographe, c'est Salgado qui dit ça, mais c'est lui qui a raison. Un photographe est quelqu'un qui écrit avec la lumière. C'est beau. Magnifique. Et après, le photographe aussi choisit de montrer certaines choses, parce qu'on peut pas, à moins d'avoir un grand angle, on peut pas tout montrer. On veut surtout pas tout montrer, c'est-à-dire qu'une photographie c'est quelque chose qui est choisi, il y a une intention, c'est la vraie différence qu'il y a entre l'image et la photographie. La photographie, il y a une intention de création. L'image c'est du tout venant, c'est ce que tu fais avec ton iPhone, Linda, et c'est quelque chose qui ne restera pas. La photographie, ça se veut être une empreinte du temps. On descend progressivement dans les profondeurs, au rythme de notre respiration, et plus on s'enfonce dans le bleu, moins il y a de couleurs. Mais s'il n'y a plus de couleurs, comment on va trouver les gorgones rouges? C'est vrai ça. Alors déjà on les reconnaît parce qu'elles sont belles, elles sont majestueuses et puis elles dansent sous la force du courant et elles reviennent, elles se redressent, elles se font porter par ce fond de houle. Et ensuite on a la lumière, on a des grands éclairages LED qu'on va allumer. Et toute cette couleur qui a disparu au fur et à mesure de la profondeur et de la descente, on va la retrouver grâce à la lumière. Très bien. L'arrivée sur le fond, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire parce qu'on s'arrête il y a quelques instants, quelques minutes, quand on peut les prendre de contemplation et d'émerveillement. Et à chaque fois, c'est toujours cette même histoire un peu
un peu dans un rêve, un peu onirique en fait, où on se dit tiens, quelle est la chose surprenante qu'il va nous arriver aujourd'hui? Quel est l'animal étrange qui va sortir? Qu'est-ce qu'on va sortir comme photo? Qu'est-ce qui va se passer de surprenant? À chaque fois, il y a cette... Voilà, on est dans un autre monde, dans une autre histoire. Un peu comme quand tu joues Nidal avec les jeux vidéo, Ouais, tu changes de niveau ça. et que tu connais pas encore le niveau. Et ben, moi, à chaque fois que je plonge et que j'arrive sur le fond, c'est l'exploration d'un nouveau niveau. Et je me dis, tiens, voilà, là j'ai changé de niveau, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Et chaque plongée, c'est ça. Ça doit être incroyable à vivre. Mais pourquoi tu travailles avec des scientifiques? Je travaille avec des scientifiques parce que je ne suis pas et parce que j'ai besoin de comprendre. Et ça me plaît de comprendre mon environnement, ça me plaît de comprendre ces animaux, ça me plaît de comprendre ces phénomènes naturels qui sont parfois complètement incroyables. Ça me plaît aussi de comprendre pourquoi tout ça marche mal alors qu'on en a bien conscience. Et toi, tu travailles avec eux, mais eux aussi travaillent avec toi. Pourquoi ils ont besoin de photos aussi? On travaille ensemble, oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je leur sers, eux, ils me servent. C'est-à-dire que c'est vraiment... on est dans du mutualisme, presque de la symbiose, je dirais. Oui. Moi, j'ai besoin d'eux pour à la fois décrire certains phénomènes, et eux sont très contents d'avoir mon travail photographique pour pouvoir documenter. Et puis parfois, c'est ce travail photographique qui leur permet de comprendre quelque chose, parce que c'est cette photo et c'est le millième de seconde qui va leur permettre de voir qu'il s'est passé quelque chose sur cette photographie. Les gars, je vous dérange pas, on va peut-être bosser un petit peu, faut échantillonner. Je crois qu'on nous a mis un peu à contribution. Alors, dis-nous Alexis, on fait quoi? Parce que toi tu prends des photos, mais nous on va peut-être bosser un peu. Moi, je n'échantillonne pas du tout. Voilà, il y a Clément, Lorenzo, ils font ça très bien. Et c'est leur métier. Moi, je fais des photos d'eux en train de faire ce job. Échantillonner, c'est collecter, et ils vont collecter des petits morceaux de gorgone. Tu parlais d'émerveillement tout à l'heure, de découverte, de surprise. Là, qu'est-ce qui attire ton regard de photographe autour de nous pendant qu'on est en train d'échantillonner? Toi, il y a quelque chose qui t'interpelle? Ce qui m'interpelle, c'est cette forêt. C'est cette forêt parce qu'on est à une profondeur où ces gorgones, elles sont vivantes, elles sont flamboyantes. Donc c'est un jardin, c'est imaginer un jardin en fleurs ou un arbre en fleurs en train de vivre dans son milieu qui n'a pas encore, je dirais, été touché par la main de l'homme. Toi, ça fait 4 ans, je crois, que tu observes les gorgones. Non, ça fait beaucoup plus que ça. Ah, alors 4 ans avec des scientifiques sans doute. Exactement. Ça fait 4 ans avec des scientifiques, mais les gorgones et ces forêts de gorgones, elles me fascinent depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Qu'est-ce que tu as pu observer justement là depuis cette évolution, peut-être de couleur aussi? Ce que je trouve extraordinaire dans ces gorgones, c'est la cachette, c'est l'endroit où on va aller se réfugier. C'est un refuge, un petit refuge de l'océan où, qu'il soit petit ou gros, l'animal va pouvoir soit s'abriter, soit se dissimuler et surtout peut-être éviter l'énorme prédateur qui veut le grignoter. Et t'avais dit que ça n'a pas été encore touché par la main de l'homme, mais est-ce que t'es optimiste pour le futur ou tu penses que t'as peur au contraire? Moi je suis optimiste et je compte sur toi Nidal pour le futur. Pas de soucis, je prendrai la relève. Sacrée responsabilité. Parce qu'on l'a pas dit effectivement, mais c'est vrai que c'est les gorgones qui sont plus en surface subissent de plein fouet le réchauffement climatique, contrairement à celle du fond. Ça, c'est ça. En fait, la chaleur de l'atmosphère est absorbée par l'océan, par la mer et par la couche supérieure de l'eau. L'eau se sert de bouclier thermique aux profondeurs, c'est-à-dire que la chaleur est diffusée et diminue en allant en profondeur, et sous une trentaine de mètres, il n'y a plus cet effet de vagues de chaleur intense comme il y en a eu et comme on l'a raconté au début, comme on en a parlé tous ensemble au début. Il n'y a plus ça. Donc à une certaine profondeur, voilà, les animaux sont encore protégés de ces vagues de chaleur. Bon, c'est bon, je crois que tous les scientifiques ont terminé d'échantillonner. Alexis, t'as pris tout ce que tu voulais en photo? Je suis prêt à remonter. Allez, c'est parti, on remonte.
À bord du bateau, on enlève le matériel, on se met confortable, parce qu'il fait chaud quand même avec cette combinaison. Alexis, est-ce que tu peux nous décrire justement peut-être la photo que tu as prise de Gorgone ? C'est cette photo, celle que je préfère en ce moment, c'est un champ de gorgones. J'étais à 70 mètres de profondeur, il y avait des gorgones caméléons. Elles sont parfois rouges, un peu pourpres et souvent jaunes. C'est toute la même espèce, mais des fois elles ont des couleurs un peu différentes. Et derrière l'une d'entre elles, une très très grande, un des plongeurs de la palanquée est passé avec des énormes éclairages et m'a rétro-éclairé la gorgone. Et donc j'ai fait cette photo qui a une dimension pour moi de forêt, et de forêt vivante, et de belles forêts, comme on aimerait tout le temps les voir. C'est celle-ci que j'aime, et c'est celle-ci que je veux te partager, Nidal. Incroyable. Changement de décor, mai 2022, nous sommes toujours dans l'eau, mais au nord des côtes siciliennes, sur les pentes du Stromboli, un volcan actif qui se trouve sur l'île qui porte le même nom. Depuis 1 an, des éboulements et d'épais nuages de fumée s'échappent du volcan. Sous l'eau, finalement, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est une plongée qui s'annonce extrême, mais on va y aller. Extrême ? Et pourquoi on fait ça ? C'est vrai ça. On fait ça juste parce qu'on est curieux, et puis parce que c'est fascinant les volcans. Parce qu'on est des oufs. Voilà, c'est juste fascinant. Un volcan, c'est fascinant. Depuis la nuit des temps, c'est fascinant. Et ça habite l'esprit des hommes. Moi j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble. On s'équipe un peu pareil que pour les gorgones ou c'est un peu différent l'équipement ? On s'équipe exactement pareil que pour les gorgones. Ok, ça marche. Et t'as pris le projecteur de lumière, Alexis ? J'ai pris le projecteur. Parfait. Parce que là, je crois qu'on va plonger un peu plus profondément que pour les gorgones. On va aller plus profond, oui. On va sur un endroit qui s'appelle Smoking Land, le champ des fumeurs. Et c'est une petite zone. Alors, c'est pas sur Stromboli, c'est juste à côté. C'est l'île d'à côté qui s'appelle Panarea, qui est une caldeira. Une caldeira, c'est en fait un cratère qui s'est effondré. Et là, le cratère, il est vraiment sous la mer Méditerranée. C'est un site qui est patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est absolument sublime en extérieur. Et sous l'eau, c'est aussi une sacrée découverte visuelle. C'est un enchantement de voir toutes ces cheminées les unes à côté des autres dans des tons ocre, orange, rouge. Oh, attends, t'en parles, mais moi j'ai trop envie de les voir. Eh ben oui. On y va là, parce que tu nous racontes ça, mais nous on a envie de voir ça avec Nidal. C'est parti ? C'est profond, attention. On compte sur toi Alexis pour être notre guide alors. C'est parti. Donc on descend, on met à peu près 2 minutes pour descendre et arriver à 65 mètres environ, c'est ce que nous indique l'ordinateur de plongée, il y a comme une séparation entre deux mondes, il y a une couche. Et je suppose que cette couche, parce que c'est pas un changement de température à cette profondeur-là, je pense que c'est un changement soit de salinité, soit d'acidité, quelque chose comme ça. Et ça fait quoi ? Ça fait un peu plus trouble d'un côté ? Ça fait un peu plus trouble, un peu plus angoissant, un peu plus brumeux sous ce parterre de je ne sais quoi qui est à cette profondeur. On poursuit la descente ? Sous nous se découvrent sous les lumières ces cheminées volcaniques de toutes les couleurs qui crachent certaines des fluides, d'autres du gaz, d'autres les deux, sans savoir exactement ce que c'est. Et c'est vraiment C'est dantesque. Ah oui, c'est un monde surprenant. C'est un monde surprenant parce qu'on n'est pas habitué dans le monde des humains à voir ça. C'est un paysage nouveau, un autre jeu, une autre étape de ce jeu incroyable qui est le jeu des plongeurs. Ah, ça me pique le visage. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça, ce qui pique le visage, Nidal, c'est de l'acide. Parce que ces volcans, ils crachent du sulfure d'hydrogène. Et c'est dangereux pour l'homme ?
Bon, si tu t'éloignes vite, c'est sans risque, mais surtout quand tu es en surface et que ça arrive en surface, ça sent très mauvais, ça sent l'œuf pourri. Et ça, en fait, ce sulfure d'hydrogène et ce gaz carbonique, parce que c'est ça aussi qui sort, mais lui ne te pique pas le visage, et ben, ils viennent de la chambre magmatique de ce volcan. Ouais, moi aussi ça me démange un peu, mais là c'est de toute manière Nidal, c'est pas le moment de paniquer parce que là on est à 80 mètres de profondeur. Ça veut dire qu'on peut pas remonter là? Ah mais non, il faut que t'attendes Nidal. On va remonter tout doucement, on va faire nos paliers. Parce qu'on en a pour 3 heures avant de retourner en surface. 3 heures. 2 minutes de descente, 3 heures de montée. Bon, il y a aussi la plongée entre temps. Ah oui, quand même, on va profiter. Mais s'il y a une éruption, on fait comment? Ah bah s'il y a une éruption, il y a une éruption. Puis si tu t'éloignes, ça va bien. Ok. Et tu vois, ça Nidal, cette cheminée-là, elle crache de l'eau à 139 degrés. Wow, ça fait peur. Et tu sais pourquoi elle crache de l'eau à 139 degrés? Parce que normalement ça bout. Parce que la pression empêche l'eau de bouillir. Donc plus tu vas profond, plus il y a de pression, plus l'eau peut sortir chaude. Et sur les cheminées hydrothermales qui se trouvent au milieu du Pacifique, au milieu de l'Atlantique, l'eau peut sortir à plus de 300 degrés sans bouillir. Incroyable. Oui, donc il faut faire doublement attention parce qu'effectivement, contrairement à l'eau qui bout, on voit l'eau qui bout. Là, qu'est-ce qui t'indique que ça va être chaud? Alors là, ce qui nous indique, c'est cette eau trouble, en fait, qui se mélange, mais pas vraiment. Donc ça crée un nuage d'eau opaque et pas complètement transparent. Donc ça, tu vois que c'est pas normal. Il y a embrouille. Et toi, tu te sens comment là? Parce qu'on l'a dit, c'est une plongée extrême quand même. Toi, Alexis, Non, dans quelle... c'est pas une plongée extrême. On fait pas de... Toutes les plongées que nous faisons, elles sont pas extrêmes. Sinon... C'est l'habitude qui parle, hein, mais non, bon, pas je trouve du ça tout. extrême C'est quand surtout même. pas l'habitude non plus. Il y a pas de... Ce sont des plongées qui sont tout engagées à partir du moment où on plonge, que ça soit 10 mètres ou à 80 mètres. On fait attention de la même manière. Mais si on sait qu'il y a un trop grand danger, on fera pas la plongée. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. On n'est pas des super-héros, on n'est pas du tout là pour se mettre dans le monde d'un aventurier, etc. On est là juste pour comprendre des phénomènes, pour les apprendre, pour les vivre, pour les photographier. On n'est pas là pour défier quoi que ce soit. C'est peut-être la différence avec les jeux vidéo alors. Ouais, sans doute. Oui, on cherche pas à gagner, Ok. on cherche à vivre les histoires. Ouais, ça fait moins peur. C'est quoi ce bruit? Ça, Nidal, c'est le bruit de ce gaz qui sort de la Terre. C'est le grondement du gaz. Waouh. C'est impressionnant quand même. Ça fait du bruit. Ouais, quand même là, le paysage, moi je le trouve quand même sacrément impressionnant. Alexis, qu'est-ce que ça t'apprend toi? Alors, tu n'es pas scientifique, tu es photographe, tu travailles avec des scientifiques, mais qu'est-ce qu'ils t'apprennent ces volcans? Ah, ces volcans, ils m'apprennent 2 choses. Déjà, les origines de la vie. J'ai compris que c'est grâce à ces volcans et à ce phénomène de serpentinisation, je crois qu'on dit comme ça, qu'il y a les premières bactéries qui naissent, qui sont les bactéries blanches, celles qui recouvrent le fond de la mer et qui sont à l'origine probablement de la vie sur Terre. Ça, c'est la première chose. Et c'est de comprendre aussi l'interaction entre ces volcans et certains drames humains comme ces tsunamis, parce que en Méditerranée, 10% des tsunamis proviennent des éruptions volcaniques sous-marines. Ça, c'est le travail de l'UNESCO, de créer un système d'alerte pour protéger les populations de ce risque de tsunami lié entre autres au volcan ou à d'autres actions, d'autres phénomènes terrestres qui vont provoquer ces tsunamis. Il y a tellement de choses à prendre en photo là quand on voit cette vallée. Tu choisis quoi toi? Moi je prends tout, toujours tout. La photo qui m'a le plus plu dans ce projet sur les volcans, qui est loin d'être fini, c'est vraiment des éruptions de gaz. C'est de voir ce truc vivant avec ces milliers de mètres cubes secondes qui sortent de nulle part, qui viennent créer ces rideaux de gaz. C'est juste impressionnant et c'est surtout très bruyant. Juin 2020, nouveau décor, nouvelle ambiance. Nous sommes toujours en mer Méditerranée, mais au large des îles d'Or. Alexis part photographier des mammifères marins, mais une rencontre va venir tout chambouler.
Blue Panda, est-ce que vous me recevez? Il y a une baleine en surface qui semble en difficulté. On fait quoi, on y va? Bah oui, on va aller voir ce qui se passe. On arrive sur place et là effectivement c'est une baleine malheureusement assez connue. Oui, c'est apparemment Flucker, d'après ce que dit Denis Audi, qui est le chef de cette mission WWF Cap Cétacé. Je suis à bord, avec lui, avec Sébastien Personic, et on constate le drame. Cette baleine, c'est Flucker, c'est une baleine qui était connue depuis longtemps pour avoir une demi-queue. C'est quand même incroyable d'avoir une demi-queue, parce qu'elle s'était fait couper la queue par un bateau. Et là, récemment, apparemment, le reste de sa queue a été amputé par, probablement, un engin de pêche. Et Flucker est là, en surface, complètement amaigri. Et on la voit respirer, avancer doucement. Il y a les gardes du parc national de Port-Cros qui sont autour et qui protègent de l'approche des bateaux. Mais elle réussit à vivre là? Elle est en fin de vie. C'est une baleine qui est en fin de vie. Elle peut plus manger. Elle peut plus plonger pour manger. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu vas plonger, Alexis? Je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas l'autorisation de plonger et c'est peut-être un peu indécent d'aller se mettre dans l'eau comme ça. Je sais pas. C'est important à documenter. Je sais pas encore ce qu'on va faire. On en parle tous ensemble et finalement Alexis, toi tu décides de se dire que non. Non, on ne plongera pas. On décide à plusieurs et voilà. Et Denis souhaite qu'on reste à bord du bateau et qu'on n'aille pas plus loin dans cette approche de Flucker. Donc je plonge mon appareil photo et je fais des photos à la volée, sans cadrer, en essayant d'être bien axé, mais toujours avec cette délicatesse pour être très cool autour et pas rajouter un traumatisme supplémentaire à cet animal en fin de vie. C'est triste de voir un animal comme ça, complètement émacié. On voit tout de l'animal, il n'y a plus rien. Il n'y a que la peau. Comment tu te sens toi à ce moment-là? Moi je ne connaissais pas cette histoire de baleine, ils m'ont tout appris, Denis et Sébastien. Donc je découvre cette histoire de Flucker. Tu te rends compte de la photo que tu prends là? Sur le moment, je ne me rends pas compte de la photo que je prends parce que déjà je suis pas dans l'eau, je cadre pas, donc je ne sais pas ce que je fais exactement. Et après, je m'aperçois un peu après, une fois que la pression est retombée, de l'importance de ce document. C'est la dernière photo qui sera prise de Flucker. C'était un moment extrêmement dur. Je crois que moi j'ai besoin de me poser un petit peu. Ça vous dirait là qu'on est supposé pour prendre un petit café au port? Ouais, je pense qu'il faut. Allez, on y va. Alexis, tu crois que Flucker a changé ta vision de la photographie? Non, pas du tout. Flucker n'a pas changé ma vision de la photographie. Flucker a confirmé ma vision de la photographie, que c'est un outil extraordinaire pour marquer le temps, pour raconter des histoires. Et c'est ce que je te racontais, Nidal, hein, c'est la différence entre une image et une photographie. Voilà. Ce que j'ai fait là, c'est une photographie. Merci. Moi, j'ai 16 ans et à mon âge, c'était quoi ton rêve? J'en avais plusieurs. J'avais quelques rêves inaccessibles et j'aurais adoré être cosmonaute. J'aurais adoré. Ce qui me plaisait le plus dans le cosmonaute, c'est le scaphandre. Mais ça, c'était bon. Je me suis dit, peut-être que si je suis plongeur, ça sera mieux, ça sera plus facile. Et voilà, j'avais déjà commencé la plongée sous-marine et j'avais très envie de continuer ce parcours-là de plongeur. Je ne savais pas encore que j'allais être photographe, mais j'avais envie de voyage et d'expédition. Et de comprendre surtout. Et maintenant que tu es photographe, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est exactement de continuer ce que je fais. C'est-à-dire de partager cette connaissance et d'essayer de participer à bâtir les consciences, à montrer ces photos de Flucker, ces photos de Gorgone, et de vous expliquer à vous, à toi Nidal, à tes copains que tout est possible et qu'ensemble on peut faire des grandes choses, qu'on peut un peu transformer ces histoires sordides dont on entend parler beaucoup en ce moment. Plongeons
Le podcast immersif de l'océan est soutenu par la fondation One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. La technologie de son 3D que vous avez expérimentée est développée par Mac One New York. Les notes de piano que vous entendez dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeon. Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation au développement durable. Alors, on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, même si ce serait sympa. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.